On a un réseau d'investisseurs qui nous connaît depuis un moment, souvent francophones, en France ou beaucoup d'expatriés aussi. Et donc en général, c'est une forme de mutualisation. On a fait des tickets d'entrée à 100 000 $, 50 000 $, 25 000 $ pour tester plusieurs modèles et pour pouvoir aussi démocratiser un petit peu plus l'accès au marché américain. Ça reste un produit de niche qui se propose à des clients éduqués et très ciblés. La priorité, c'est les États-Unis. C'est un modèle purement américain, comme je le disais, de syndication. C'est basé sur un partage de profit 70% pour les investisseurs, 30% pour nous, opérateurs. Et donc, c'est vraiment à la perf. Salut à tous, je suis Yoann Torti, cofondateur d'MP Gestion Privée et j'ai l'immense plaisir de vous présenter Ma Question Préférée, le podcast qui vous aide à vous faire votre propre avis sur le monde de l'investissement. Je suis moi-même gestionnaire de patrimoine et dans ce cadre-là, je suis régulièrement démarché par des sociétés d'investissement qui souhaitent que je commercialise leurs produits. Je vous propose donc de participer à une conversation chaque mercredi entre une société d'investissement et moi-même, lors de laquelle nous allons faire la due diligence. Qu'est-ce que c'est la due diligence? C'est simplement l'ensemble des vérifications que doit opérer un investisseur avant de conclure un deal. Concrètement, on va poncer le marketing et les éléments de langage de nos invités dans une conversation et un échange sans bullshit et si possible en s'amusant. Je préfère être franc, ce podcast n'a pas pour but de donner du conseil financier personnalisé. En effet, pour donner le meilleur diagnostic patrimonial, je dois connaître l'ensemble de vos symptômes patrimoniaux. Pour ça, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute ou un bon visionnage, selon vos plateformes. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ma Question Préférée, le podcast qui vous aide à vous faire votre propre avis sur le monde de l'investissement. Pour cet épisode, on va partir direction les États-Unis et plus particulièrement la Floride avec mon invité David Amsalem, fondateur de Florida Invest et qui va nous parler d'immobilier. Salut David. Salut Yoann, merci de me recevoir. Merci d'être là et merci à Emmanuel Macron d'avoir bien voulu te permettre d'arriver en scooter, et c'était pas facile. Mais en levant son barrage. Exactement, on va pouvoir du coup faire cet épisode. Première question, toujours aussi banale mais importante. Peux-tu te présenter pour nos auditeurs et en quelques mots présenter également l'activité de Florida Invest? Bien sûr, alors je m'appelle David Amsalem, je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle Florida Invest et d'un groupe plus particulièrement qui s'appelle Florida Invest FI Capital, cofondé avec donc mon père Eric qui est lui en Floride. Boîte familiale. Une société familiale, exactement. Mon père Eric qui est en Floride, qui a lui une expertise plutôt opérationnelle dans la transaction immobilière en France et aux États-Unis depuis à peu près 2003. Et moi qui ai plus une expertise issue de la finance de marché, avec quelques années passées à la Société Générale, à Paris et à New York. Et on s'est retrouvés il y a environ 5-6 ans pour justement mettre en commun nos compétences à la fois opérationnelles et financières et pour former des solutions d'investissement immobilières qui sont spécialement dédiées aux investisseurs francophones qui souhaitent prendre place sur le marché américain via des solutions qui s'adossent à l'immobilier résidentiel, principalement sous forme d'immeubles. D'accord, donc on va parler un petit peu d'immobilier entre guillemets titrisé, si on peut dire. Et donc ce qui fait que, et on va parler aussi d'un point de vue réglementaire, que vous n'êtes pas entre guillemets sous la protection de l'autorité des marchés financiers, ce qui m'amène à faire le laïus classique que ce podcast n'a pas pour but de donner du conseil financier. L'idée, c'est que vous fassiez votre propre opinion sur ces produits d'investissement et toujours rappeler qu'il n'y a pas de performance élevée sans risque élevé et qu'on parle toujours de performance passée et jamais de performance future, puisqu'on va évoquer un petit peu les performances de tes différentes foncières. Mais tout d'abord, est-ce qu'on pourrait faire un point un peu macro? Pourquoi la Floride?
en termes de marché, de dynamisme? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette partie un peu macro? Bien sûr. Alors d'abord, pour mon père, il s'avère que ça a été un projet de vie, la Floride. Mais la Floride, c'est aujourd'hui un des marchés les plus dynamiques des États-Unis, avec une croissance démographique très très forte depuis 2010 et même avant, des industries qui se sont beaucoup diversifiées, et un immobilier, une catégorie d'immobilier que nous, on aime bien, qui est à la fois qui permet d'avoir un certain cash flow et qui à la fois s'apprécie plutôt bien. D'accord. Contrairement à des marchés patrimoniaux principalement comme Paris ou New York, et des marchés exclusivement de rendement comme on en parlera peut-être de Détroit ou de Saint-Étienne en France. D'accord. Donc là, on est ce qu'on appelle à la fois sur une valeur de value, où ton but, c'est d'aller chercher une revalorisation foncière à terme, tout en ayant un rendement correct. Sur la macro, est-ce que tu as vu un changement avec notamment l'arrivée de Joe Biden, avec l'administration donc Biden par rapport à Trump? Après Trump, on en parle ce qu'on veut, mais il était quand même hyper pro-business. Mhm. Est-ce que, voilà, en termes on fera un point sur la fiscalité, est-ce que tu as vu, toi, un changement par rapport à ce... Alors sur la Floride, c'est vrai que le gouverneur Ron DeSantis, il est républicain. D'accord? Donc la ligne est restée plus ou moins la même, Même? c'est-à-dire protection des propriétaires face aux locataires, environnement plutôt pro-business et fiscalité relativement souple. Donc ça, c'est resté le cas. Et en revanche, Biden, effectivement, arrive avec des propositions de mesures fiscales assez importantes, notamment sur les gros revenus. Qui peuvent quasiment doubler l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur la plus-value pour certains gros revenus américains qui gagnent plus de 400 000 ou plus d'1 million de dollars par an. D'accord. On va faire un point aussi sur la fiscalité des investisseurs, mais sur le type d'actif, on est d'accord que toi, euh, tu ne vends pas comment dire, des appartements en direct. Quelqu'un qui se dit, bah, j'ai envie d'avoir une résidence secondaire à Miami, c'est pas ton boulot. Tu vas aller chercher d'autres villes avec plus de rendement et avec une plus-value potentielle peut-être plus intéressante. Quels sont les types d'actifs que tu achètes? C'est de la maison individuelle, des immeubles? Alors historiquement, c'est vrai qu'on a vendu des actifs individuels pour de l'investissement locatif. Donc D'accord. on faisait du consulting, de l'accompagnement pour des investisseurs qui étaient in fine propriétaires, mais d'un investissement locatif avec locataires en place, etc. Donc Ok. ça, historiquement, on l'a D'accord. fait. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle chez nous donc les foncières, qui achètent ces immeubles multifamilies, qui sont des immeubles d'habitation en bloc. Ok. Donc ça rentre, la spécificité, c'est que c'est des immeubles résidentiels, mais au-delà de 4 unités, ils rentrent dans la catégorie de l'immobilier commercial aux États-Unis, avec tout ce qui va avec, les termes d'emprunt, les modèles de valorisation, etc., etc. D'accord. Donc, dans multifamily, est-ce que, sans caricaturer, mais quel est le locataire type? Parce que le vrai sujet, quand tu parles d'immobilier résidentiel en France, ce qui fait peur à l'investisseur, c'est le loyer impayé, la trêve hivernale. Est-ce que tu as le même risque en mettant un locataire américain dans ta foncière? Alors, donc d'abord deux choses pour définir un petit peu le profil du locataire. Le multifamily, c'est donc ces immeubles qui sont anciens, pas de nouvelle construction. Ça rentre dans la catégorie de ce qu'on pourrait appeler aux États-Unis le logement abordable ou le logement intermédiaire peut-être ici. D'accord. Et donc on a une catégorie de locataires en général middle class, classe travailleuse, qui ont besoin de préserver leur pouvoir d'achat et donc qui cherchent des loyers relativement abordables. Et effectivement, au niveau du risque locatif, ça c'est spécifique aux États-Unis et spécifique à la Floride. C'est-à-dire que tout est public, y compris les impayés pour les locataires, un fichier central, on va dire, qui regroupe tous les incidents d'impayés, éventuellement de loyers. Et il y a la capacité à faire des évictions pour les locataires qui ne paieraient pas leur loyer en moins de 2 mois. Donc le risque locatif est effectivement pas le même. Même si c'est très rare de procéder à des évictions, justement parce que ce fichier central incite les locataires à payer ou à partir. En tout cas, le propriétaire est relativement favorisé par rapport à ce qu'on connaît ici. D'accord. Bon, ben, je vais déjà mettre 1 € dans la cagnotte, puisque comme vous le savez, à chaque anglicisme, il y a une petite sonnerie. Voilà. Et qu'on fera bénéficier à la fin de la saison de 12 épisodes un internaute ou un auditeur qui a le commenté le plus de fois sur les réseaux sociaux. Il pourra choisir donc du coup l'asso qui
qu'il aimerait faire bénéficier de cette cagnotte-là. Donc, tu parlais d'une forme de rating. Et à partir de là, donc moi, en tant que locataire, si dans mon passé de locataire, j'ai eu des retards de paiement, j'ai dégradé des biens, je suis noté et ma note, en fait, est rendue publique et chaque futur propriétaire à qui je donne mon dossier peut consulter. Exactement. En fait, via ce qu'on appelle le numéro de sécurité sociale là-bas, qui est confidentiel, hein, mais qui est donné lorsqu'on fait justement une procédure pour être locataire. Effectivement, si le loueur l'entre dans un fichier de background check, il peut effectivement avoir accès à ces informations. D'accord. Donc effectivement, là, tu n'es pas comme on peut voir aujourd'hui en France avec des gens qui sont des pros de Photoshop, qui modifient les fiches de paye et qui... Ok, donc tu as une vraie sécurité pour l'investisseur. Est-ce que tu peux nous parler également du phénomène qui s'est passé sur les subprimes? L'idée, c'est que vous avez... du coup, il y a eu quand même un marché qui s'est effondré. Et des personnes qui étaient propriétaires qui sont retrouvées du coup locataires et comme ils ont un mauvais rating, se retrouvent dans l'obligation d'être locataires, ce qui fait augmenter la demande. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce phénomène-là? C'est un phénomène qui a été particulièrement vif, notamment en Floride. C'est effectivement des propriétaires qui perdent leur maison. On se souvient qu'avant les subprimes, les banques prêtaient à 100 ou 110% à des gens pas forcément solvables en se fondant sur la valeur de leurs biens. Donc il y avait effectivement des gens qui étaient propriétaires, mais qui n'avaient pas forcément le profil pour l'être avec les critères d'aujourd'hui, et qui se retrouvaient effectivement locataires forcés sur le marché, et sur le marché abordable, si je puis dire, ou sur le marché du logement social, ou sur le marché des logements abordables, comme on fait. Donc, évidemment pas sur le luxe, mais ça a renforcé la demande locative sur l'ancien et sur l'abordable. D'accord, oui, parce que pour expliquer un petit peu le système de crédit aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle du loan to value, de la LTV. C'est que par exemple, vous avez un actif vous achetez une maison qui vaut 100 000 euros. Au bout de 6 mois, 1 an, elle vaut 120 000. Vous pouvez aller voir votre banquier qui va peut-être vous donner un crédit de consommation pour acheter une voiture, pour acheter de l'équipement, pour plein de choses, de 20 000 euros. Et qu'il y a des gens qui ont augmenté leur taux d'endettement, qui, du fait des subprimes, se sont retrouvés sans boulot et dans l'incapacité à rembourser la banque. Donc la banque, comme c'est un crédit hypothécaire, la maison a été saisie. Et ce qui fait que, comme on a explosé l'offre et que la demande s'est raréfiée, du coup, les prix ont baissé. Et là, il y a certains acteurs qui ont fait des bons coups à racheter auprès des banques certains actifs. Tout à fait. Et il y a eu un phénomène aussi, un petit peu une conséquence de tout ça, c'est que certains propriétaires avaient un emprunt restant à rembourser qui était supérieur à la valeur de leur maison à ce moment précis. Donc là, ils ont décidé carrément d'abandonner leur crédit, on va dire. Voilà. Et donc là, ils sont, de manière cynique, mais un petit peu marqués du fer rouge par les banques, ce qui fait qu'ils auront du mal à retrouver un crédit et qu'ils devront être locataires. Exactement. Voilà. Et parfois avec des revenus très corrects, pour un peu, voilà, ils sont totalement solvables, et ce qui fait qu'il y a une grosse demande locative dans les zones où tu investis. Donc, tu peux nous décrire un petit peu dans le détail ton investissement, soit par un conseiller en gestion de patrimoine comme moi, soit en direct. Quel est le ticket d'entrée pour investir? Alors nous, en fait, c'est un modèle très américain qui ressemble à ce qu'on connaît lorsqu'on parle de club deal, par exemple. C'est un modèle qui s'appelle la syndication aux États-Unis, qui permet de réunir des investisseurs dans une société, souvent assez transparente fiscalement, qui a pour but d'aller acheter, exploiter des actifs. Donc nous, c'est vraiment un modèle de syndication. Historiquement, c'est vrai qu'on a un réseau d'investisseurs qui nous connaît depuis un moment, souvent francophones, en France, ou beaucoup d'expatriés aussi. Et donc en général, c'est une forme de mutualisation. On s'associe tous dans une société qui a donc un cahier des charges bien défini, ce qu'on a appelé chez nous les foncières.
Et donc, il va aller principalement acheter des immeubles multifamily. Le ticket d'entrée, il a varié, hein. On a fait des tickets d'entrée à 100 000 $, 50 000 $, 25 000 $ pour tester plusieurs modèles et pour pouvoir aussi démocratiser un petit peu plus l'accès au marché américain. Donc concrètement, là, tu as 3 offres, c'est ça? Alors, 25, 50, 100? aujourd'hui, il nous en reste 2. Il y en a une qui est fermée, mais D'accord. effectivement 50 et 100. D'accord, 50 et 100. Et donc, on est d'accord. Donc, la personne te donne de l'argent pour 50 000 $. Dollars, les contrats Et sont en non, dollars. d'accord. Donc, il faut prévoir le coût de change, Mhm. sauf si on a des dollars, entre guillemets, dans son patrimoine. Donc, toi, tu collectes cet argent-là. Tu vas, une fois que tu as suffisamment, tu vas acheter des actifs. Et comment ça se passe? Tu donnes un rendement annuel ou tu es sur une durée où tu vas fermer et revendre les actifs et donner la plus-value à l'investisseur? Comment tu Mhm. fonctionnes? Alors, pareil, on a 2 formats différents, mais dans les deux, les durées, effectivement, sont définies à l'avance. Donc, en général, 5 ou 7 ans. Ce D'accord? qu'on 5 ou considère 7 ans? moyen terme, Ouais. voilà, pour des investisseurs qui veulent essayer de prendre place à l'étranger, ça nous paraissait pertinent et je pense que ça s'est prouvé en pratique. Donc des durées prédéfinies et on a 2 modèles, soit un modèle de rendement fixe, en général 5%, distribué 2 fois par an, 2,5% par semestre, et un intéressement sur la plus-value lorsqu'on revend les actifs au bout de 5 ans, avec un bonus qui peut aller jusqu'à D'accord. 10% de la plus-value. Donc ça va dire c'est le modèle qui donne C'est-à-dire que ta plus-value, tu la capes à 10%. L'investisseur, si pour jamais tu l'investisseur. fais 20%, il n'aura que 10% sur la Exactement. Et plus-value. nous, ça va être notre rémunération au succès, effectivement. D'accord. Donc vous êtes sur ce qu'on appelle des success fees. Mhm. Donc tu fais 5% pendant 5 ans et après tu liquides et tu vois s'il y a une plus-value et quid d'une éventuelle moins-value. Comment ça se passe? Tu t'autorises dans les statuts à peut-être rester, bloquer la liquidité pour pouvoir, on va dire, vendre les actifs dans un moment, dans une période un peu plus propice à la vente, ou tant pis, t'actes la moins-value et Mhm. tu préfères rembourser le cash de l'investisseur? Alors, si tu me permets, je sépare en Ouais, deux ma réponse. ok. Effectivement, il y a un risque de perte en capital, comme dans Oui, beaucoup ça, il faut de bien le solutions préciser, d'investissement. bien Donc ça, sûr. c'est très important. Donc J'aurais dû le faire en début de podcast, d'ailleurs. les Mais c'est investisseurs sont important. exposés, naturellement. Ok. Et effectivement, ça serait pas très pertinent de fixer une date à l'avance, par exemple 26 juillet 2026, pour sortir, sachant qu'il y a des opportunités qui peuvent se présenter et qu'on n'a pas envie d'être contraint à sortir dans un creux de marché. Donc les statuts prévoient effectivement d'étendre ou de raccourcir cette date dans c'est une clause de bonne foi, comme on appelle Ok. aux États-Unis, dans le meilleur intérêt de la foncière. Et donc, concrètement, mettons, c'est le cas, mais juillet 2026, tu vois qu'on est un petit peu dans le creux de la vague. Je suppose que tu communiques aux investisseurs Mhm. qu'ils ne vont pas avoir leur capital comme prévu, mais du coup, ils se retrouvent sans rendement, ou tu donnes quand même le On rendement continue naturellement à distribuer du rendement puisqu'on a du des rendement? revenus d'exploitation en face. D'accord, donc voilà, donc il n'y a pas effectivement un côté ok. Et la liquidité, ça c'est, tu peux pas t'engager véritablement sur la liquidité, du moins sur une période quoi transitoire de Mhm. 2, 3 ans, c'est ça? Exactement. Enfin, c'est un produit qu'on considère illiquide. Les souscripteurs doivent y participer en connaissance de cause. Maintenant, on peut toujours trouver une contrepartie, effectivement, faire sortir quelqu'un et rentrer quelqu'un d'autre. Ça D'accord. arrive, C'est un peu ce qu'on voit dans les SCPI exactement, sans à garantie. capital fermé, ok, où il faut retrouver dans un carnet d'ordre Mhm. la personne qui veut rentrer quand on veut sortir. Exactement. Ok, toi tu animes un petit peu cette demande entre guillemets entre des investisseurs. Un investisseur peut te contacter, te dire mais moi j'aimerais sortir, et toi en face, tu as la contrepartie où, Oui, où il si, se moi, débrouille. si. Non, non, en général, on aime bien être un point central pour. En général, on a quand même une relation établie avec tous nos investisseurs, donc c'est intéressant de savoir qui est la contrepartie. Donc en général, Ouais, tu veux puis pas en avoir général, on la n'importe trouve qui nous. qui rentre, Ouais, ouais, exactement. bien sûr. Ok, le point fondamental qui est pour moi hyper intéressant, mais qui peut être aussi un petit peu casse-gueule, c'est le fait d'être en devise. Mhm. Et moi,
pour tout te dire, mon sujet en tant que CGP, c'est que je reçois, je pense, 3 à 4 messages par jour sur LinkedIn de personnes qui souhaitent me rencontrer pour que je propose leurs produits. Et là, par exemple, il y a quelqu'un qui a l'air charmant, qui me dit qu'il est diamantaire depuis plusieurs années à Anvers et qu'il a un fonds sur les diamants. Donc voilà, et c'est un peu cette notion de black box. Et est-ce que par rapport à la réglementation, tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ton produit? Parce que nous, les CGP, on a cette notion, malheureusement, parce qu'on ne peut pas passer notre vie et en clientèle et à faire de la compliance, de la due deal sur les nouveaux produits. Donc, malheureusement, il y a eu des arnaques, je pense à Aristophil, et j'aimerais faire un podcast sur toutes ces arnaques-là, Marne Finance, voilà, toutes ces boîtes-là. Et parfois, on passe à côté de super opportunités par nos clients, simplement par peur, et qu'on se retrouve à proposer tous les mêmes produits, que ce soit la SCPI machin, le fonds de commun de placement machin, parce que là, on a le tampon AMF, et on se dit que si ça tourne mal, au moins, nous, on est protégés. Voilà. Toi, comment tu gères un petit peu ce volet réglementaire? Bien sûr. Alors, donc, nous, on est de droit américain. D'accord. On est... C'est la SEC la SEC, exactement. Qui te surveille. Donc, nous, finalement, on est même dans le cadre privé. Aujourd'hui, avec des investisseurs avec qui on a des relations établies, ça reste un produit de niche qu'on propose en général, ou que nos partenaires proposent en complément, comme tu l'as dit, de produits très mass market, etc. Cling. Et donc, ça reste un produit de niche qui se propose à des clients éduqués et très ciblés. Donc, on ne fait pas du tout d'appel public à l'épargne. Ici, on ne fait pas de marketing sur nos rendements, sur nos performances, etc. Pour rester dans ce cadre-là, en fait. D'accord. Et donc, pour revenir en dollars, on est d'accord qu'on investit en dollars, ce qui fait qu'il y a un petit peu un market timing, un moment où investir. Il faut mieux investir quand l'euro est fort, je suppose, pour augmenter le rendement. Ok, mais donc là, je vois très bien le gain de trouver le bon moment où on va investir avec toi. Le sujet, c'est par contre, les loyers, ils sont... Je ne sais pas si on peut appeler ça loyer ou dividende, mais oui, les loyers. Ouais, que tu redonnes à l'investisseur, ils sont quoi, en euros, en dollars? Les loyers sont en dollars. En dollars, d'accord. Donc là, on peut avoir l'effet inverse, de se dire que mon rendement peut baisser parce que j'ai une parité euro-dollar qui est en défaveur du dollar. Exactement. Alors, comme je te le disais en off un petit peu avant, les investisseurs, en général, qui participent à ce genre de produits, ont un besoin d'aller diversifier en devises aussi, d'être exposés à d'autres monnaies comme le dollar ou d'être exposés surtout les gens qui croient au Frexit ou qui ont peur de l'euro. Exactement, il y a des incertitudes qui sont propres à l'Europe. Donc il y a une certaine catégorie d'investisseurs qui sont très contents d'être exposés dans d'autres devises. Et effectivement, ils vont souvent avoir tendance à rester en dollars, c'est-à-dire investir en dollars, collecter les loyers ou les revenus ou les rendements en dollars, les garder en dollars via des comptes multidevises, ça se fait même sur Revolut maintenant. Et donc, parce que ça fait partie de la démarche initiale. Oui, et tu peux même attendre, si tu n'as pas besoin de consommer ton revenu tout de suite comme un complément de retraite, mais tu peux même attendre que ta parité euro-dollar soit plus avantageuse, de stocker tes dollars. D'ailleurs, il y a une question qui me vient en tête. Est-ce que, comme les CPI qui font du versement programmé, est-ce que je peux réinvestir mon revenu dans ta solution? Ah, c'est pas prévu pour le moment, d'accord. Mais c'est effectivement une piste qui peut être ouverte dans le futur. D'accord, donc il faut que je cumule à la limite 50 000 euros de loyer. Un ticket minimum, ouais, pour refaire une deuxième souscription. Exactement. Et pour jouer sur les intérêts composés et faire effet de boule de neige. Ok, c'est très clair. Sur les rendements, tu parlais de 5%. Est-ce qu'il y a... Voilà, je ne sais pas si tu as vu, mais sur LinkedIn, je me suis un peu écharpé en disant que les CGP, on essayait d'être, pour certains, on essayait d'être transparent un petit peu sur les commissions. Est-ce que tu peux parler de tes frais, de ton mode de rémunération? Quels sont les frais que va payer l'investisseur? Et aussi les frais comme je demande de la transparence, je veux aussi être transparent moi-même et savoir les frais que tu donnes aux intermédiaires.
Bien sûr, bien sûr. Donc nous, on facture 3,5% de frais de souscription aux souscripteurs sur ces solutions-là, D'accord? majoritairement reversés aux intermédiaires qui nous les introduisent. Donc assez transparent à ce Ok. niveau-là, et les souscripteurs le savent, puisque c'est eux qui les versent et que ça fait partie de la souscription. Ok. Et donc, toi, ton modèle économique, c'est que tu te rémunères sur, je suppose, des frais de gestion. Mhm. Donc, c'est-à-dire que tu fais un rendement de 8, tu vas prendre 3 et tu vas donner 5 à l'investisseur. Oui, alors en pratique, c'est pas forcément ce qui se passe, puisqu'en fait, pour être totalement transparent, on a une filiale qui s'occupe de la gestion locative. Ok, Donc d'abord, on va se rémunérer sur un pourcentage sur les loyers collectés, d'accord. au portfolio global, bien sûr. Ok, En général, alors le rendement de marché, il n'est pas à 8%. Et non, en général, on va essayer de sécuriser au maximum en faisant des réserves. Quand par exemple, on a un rendement qui dépasse les 5%, ce qui n'est pas forcément le cas à l'acquisition. Ça nous arrive d'acheter des immeubles avec des loyers qui n'ont pas été mis à jour, avec des rendements à 4%, 4,5%, revaloriser un petit peu le tout pour avoir un rendement à 5,5% à partir de la deuxième année, et puis on lisse ça sur la période. d'accord. Et donc, tu vas faire ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent un petit peu les SCPI, de la RAN, du report à nouveau. Mhm. Tu vas mettre du cash de côté pour les travaux et lisser le rendement, c'est bien ça? Exactement, exactement. Et là, comment ça se passe? Du coup, tu as ton père qui est sur place. Vous avez des équipes de property managers qui font les travaux ou vous externalisez? Alors, on externalise très peu de choses, en fin de compte, puisque on est un groupe avec plusieurs entités, y compris la gestion locative, la transaction, y compris sur la location. Euh, et aussi, on est comme on est dans cette niche qui permet aux investisseurs français ou francophones de prendre place aux États-Unis. Parfois, il faut les structurer. Il y en a certains qui veulent monter des petites structures assez simples avec leurs proches, par exemple, etc. Et puis, il y a toute cette expertise sur la convention fiscale franco-américaine. Donc, en général, on externalise très peu de choses, sauf quand c'est compliqué au niveau fiscalité pour les investisseurs, on va dire, avec D'accord. des profils particuliers. Parce que moi, j'anticipe déjà un petit peu la réaction de futurs prospects et clients sur ce sujet. C'est, OK, j'ai 5% de rendement. Pourquoi j'irais investir à X milliers de kilomètres de chez moi alors que je peux faire du Atlante voisin ou du Corum? Non, Corum encore non. Pourquoi? Parce que c'est aussi à l'étranger. Mais voilà, du Atlante voisin, du Cagnos Pierre avec des rendements Mhm. plus élevés. Toi, tu vas me répondre que le but, c'est avant tout la diversification, Tout à fait. le fait de ne pas être impacté sur l'euro s'il y a un souci sur cette devise-là, de mettre une partie de son patrimoine en dollars. Et donc oui, c'est l'argument numéro un en fait. Exactement. Nous, on est quasiment jamais entré dans des débats de performance, opposer des performances franco-françaises avec des performances US. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a du rendement et la fiscalité est assez intéressante. Ok. On va essayer d'être le moins chiant possible pour Mhm. parler de Mhm. fiscalité. Concrètement, d'après tu me dis si je me trompe, hein, ce que j'ai cru comprendre, c'est que l'investisseur investissait en société aux États-Unis, Pas forcément. Les foncières sont en déjà des LLC, sociétés. Les foncières sont des LLC, d'accord? donc pas forcément. Une fois que la responsabilité est limitée, les Ok, investisseurs, eux, sont d'accord. Et souvent personnes moi, ce physiques. que j'ai cru de mes cours de fiscalité aux États-Unis, c'est que tu as, comment ça s'appelle, l'abus de bien social qui est beaucoup moins présent qu'en France et que l'idée, c'est que tu pouvais, dans une structure patrimoniale, en l'occurrence une LLC aux États-Unis, tu pouvais passer beaucoup de charges Bah, c'est-à-dire que pour diminuer ton bénéfice imposable. En théorie, oui, c'est-à-dire que le montant imposable il est calculé aux États-Unis. Ça, c'est la convention Mhm. fiscale franco-américaine qui le dit. Le montant imposable est calculé aux États-Unis. Et donc, les déductions, c'est des déductions potentiellement faisables sur le modèle américain. D'accord. Donc concrètement, quand toi, tu donnes du 5, comment va être imposé l'investisseur? Bah, ce qui est intéressant dans ces foncières, notamment, c'est qu'il y a l'aspect amortissement. Même à D'accord. l'IR, on Ok. amortit.
contrairement à ici. Ouais. Donc il y a ça. Le reste, c'est comme en France. Intérêt d'emprunt s'il y a de l'emprunt. Enfin, la foncière, par Déductible, transparence, ok. passe ses avantages fiscaux aux investisseurs. Ok. Donc intérêt d'emprunt s'il y a de l'emprunt, travaux et autres frais relatifs à l'exploitation. Mais c'est l'amortissement qui fait la différence entre le montant versé et le montant imposable, on va dire. D'accord. Et après, c'est quoi? C'est soumis à l'impôt sur le revenu en France? Alors, ça dépend effectivement quelle catégorie de revenus c'est. D'accord. En fait, ce que la convention fiscale dit, alors je préfère préciser, je ne suis pas fiscaliste, mais on a un certain savoir-faire sur la convention fiscale, mais D'accord. je ne m'engage pas à ce que ce soit du conseil légal. En Bien revanche, je sûr. pense qu'on a une assez bonne interprétation. Est-ce que tu bosses avec peut-être des experts Bien sûr, comptables, des gens... bien sûr. tu veux leur faire un peu de pub? Tu Bien peux... sûr, on bosse avec le cabinet Jade Fiducial, qui D'accord. est partout dans le monde, y compris aux États-Unis, qui sont selon moi les plus pointus dans le domaine. D'accord. Par expérience, Pa- pas seulement parce qu'ils ont lu les textes. Parce que j'allais dire, mais le premier frein que moi je vois pour l'investisseur, c'est investir loin de chez soi, entre guillemets, même si on a compris, c'est dématérialisé et c'est de la pierre papier en fait. Et deuxième, c'est se dire, je vais mettre dans une usine à gaz d'ordre fiscal. Tout à fait. Sauf que toi, tu prends en charge, si je peux dire, justement la charge mentale. Et tout est carré, c'est C'est l'expert très comptable important qui... qu'au niveau D'accord. fiscal, tout Ils soit vont pas fait être comme il se noyés dans de la doit. paperasse. Exactement. Donc on en était où au niveau fiscalité? Sur la fiscalité, et à juste titre, tu rappelais que tu n'étais pas fiscaliste. Et donc, comment sont fiscalisés les investisseurs sur ce fameux 5% D'accord. Alors, donc la Floride, donc déjà, il y a l'impôt aux États-Unis, parce qu'il y a priorité. local? En fait. La priorité, c'est les États-Unis. C'est la convention Ok. fiscale qui le dit. La Floride, ça fait partie des États qui n'imposent pas, en plus de l'impôt fédéral américain. Il n'y a pas de couche d'imposition propre à la Supplémentaire. Floride, contrairement à New York ou à la Californie, par exemple. Donc, les revenus locatifs, ils vont être traités sur des tranches progressives de l'impôt fédéral américain, là-bas. Après déduction, comme je le disais. Et puis ensuite, il y a la convention fiscale qui va s'appliquer. Et ce que la France va regarder, c'est pas la structure juridique, LLC ou pas. Finalement, ils s'en fichent un petit peu. La nature des produits. Donc, si c'est du revenu foncier, c'est du revenu foncier ici. Si c'est de la plus-value, c'est de la plus-value ici. D'accord. Et en général, il y a un crédit d'impôt, qui est ce qu'ils appellent un crédit d'impôt fictif en France, qui vient exonérer l'investisseur de l'impôt sur le montant qu'il a touché aux États-Unis. Mais il y a des obligations déclaratives en relapport et ça fait monter, bien entendu, le revenu global, le revenu effectif de l'investisseur, même s'il est exonéré. D'accord. Et après, il est fiscalisé sur sa tranche marginale. Alors, il a eu un crédit d'impôt qui lui a annulé. D'accord. Mais ça fait monter son revenu global, ce qui fait monter sa tranche, son taux effectif. D'accord. Ce qui peut avoir des impacts. Un résidu. Ouais. Voilà, sur d'autres investissements qui Exactement. sont fiscalisés sur sa fameuse tranche Exactement. marginale d'imposition. À ne pas, c'est le même sigle, TMI, à ne pas confondre avec taux marginal, taux moyen d'imposition. La tranche marginale d'imposition, c'est votre tranche la plus élevée de votre imposition. Donc aujourd'hui, 11, 30, 41, 45. Voilà, c'est cette tranche-là. Tu es assujetti aux prélèvements sociaux sur cet investissement? Non, pas sur les revenus locatifs, mais sur la D'accord. plus-value. Sur la plus-value, d'accord. Donc toi, effectivement, tu distribues donc du revenu locatif et en plus, il y a le double effet qui se coule, si je puis dire. Référence de boomer au passage. Du coup, tu peux donner jusqu'à 10%, c'est ça, de la future plus-value? C'est ça. Non, 10%, c'est en fait sur le capital investi de l'investisseur. D'accord. Tu peux, en Jusqu'à 10% deux de chiffres, son capital. concrètement, j'ai investi 50 000. 5 000. Jusqu'à 5 000 Jusqu'à 5 000. de plus-value. Donc, tu as donné 5% de loyer pendant 5 ans. S'il y a de la plus-value, tu donnes 10% du capital investi. D'accord. Et ta rémunération, on l'a compris, c'est frais de gestion et succès. S'il y a une plus-value de plus de 5 000 euros, c'est pour vous. Exactement. OK. Et tu donnes 3,5 à l'intermédiaire, family office, conseiller en gestion de patrimoine, tous les gens avec qui tu travailles. OK. Est-ce qu'il est possible, parce que moi, c'est un modèle que je propose, mettons, j'ai un client que je facture au forfait,
pour gérer ses encours d'assurance vie, pour ses SCPI, même pour sa gestion locative d'actifs physiques qu'il a en France. Est-ce que, moi, je peux te dire, je ne prends pas de rétro, mais je te vois venir, parce que certains m'ont dit « Ok, il n'y a pas de souci, je ne te peux pas les rétros, mais je les garde. » Est-ce que tu peux remettre ça dans la perf du client ? Oui, tout à fait, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Ok, parce que ça, c'est un modèle, effectivement, toujours dans cette idée de transparence. Tu parlais d'emprunt déductible. Aujourd'hui, un Français peut faire un crédit auprès de sa banque pour acheter ton produit ? Alors, quand je parlais d'emprunt spécifiquement tout à l'heure, c'est surtout les foncières. Est-ce qu'elles vont utiliser du levier face aux immeubles? Donc, c'est toi qui vas en fait faire un complément avec l'argent que tu as collecté ou tu vas compléter avec du crédit? Exactement, ça peut arriver. En ce moment, on ne le fait pas parce que le marché est un petit peu tendu, donc on a tendance à acheter au comptant. Et puis, comme tu le sais, il y a un facteur risque qui vient avec le levier bancaire. Exactement. Donc, on fait très attention à ça. Mais donc, s'il y a intérêt d'emprunt, je parlais surtout des intérêts d'emprunt aux États-Unis qu'on a effectivement mis en complément. Alors, en théorie, c'est de l'apport. Ce que les investisseurs mettent dans leur souscription, c'est de l'apport pour la foncière. Donc en théorie, ce n'est pas finançable, sauf exception, comme tu le sais, n'en tire quelque chose en France pour libérer de la trésorerie, Ouais. etc. Donc là, on va faire un petit point parce que c'est souvent des sujets on va aborder un petit peu ça en fil rouge dans certains épisodes. C'est ce qu'on appelle le prix hypothécaire. C'est que certaines banques, très peu aujourd'hui, mais certaines banques avec une vision plus patrimoniale et moins retail, moins vente de produits, permettent de vous dégager de la trésorerie en prenant ce qu'on appelle l'actif net immobilier, c'est-à-dire le delta entre votre capital qui vous reste à rembourser à la banque et la valeur de votre bien qu'on va estimer à l'instant T. Et certaines banques vous permettent de financer soit des études comme ça, d'études des enfants, soit un bateau, soit plein de choses, et notamment des produits immobiliers, on ne trouve pas de financement de manière classique. Tout à fait. Il faut savoir que ces prêts sont un petit peu plus coûteux en termes de taux. Et attention, j'insiste, là on commence à être dans l'usine à gaz parce qu'on va emprunter en euros pour transférer. Donc déjà, j'augmente mon risque du fait de l'effet de levier parce que je prends du crédit. J'ai mon risque de change parce que cet argent que j'ai emprunté en euros, je vais le mettre en dollars. Et après, j'ai le risque classique de l'investissement de marché, entre guillemets. Exactement. Donc c'est là où le risque de change vraiment est au cœur de la chaîne, on va dire. Et les banques le savent, hein, d'ailleurs. Les banques françaises vont se sécuriser avec des loyers français en face. D'accord. Ils ne vont pas compter sur les loyers US. Oui, Ils vont libérer de la trésor en se disant que c'est dépensé, de toute façon. Ça ne va pas forcément être investi pour du rendement. Et en face, ils vont se sécuriser avec des loyers déjà en place sur l'actif lui-même ou sur un parc français. Oui, effectivement, ils vont reprendre une hypothèque sur votre bien. Et les banques aiment bien souvent que justement cet actif immobilier en France soit libre de toute hypothèque. Ok, donc ça c'est une offre à 50. Est-ce que ton offre à 100 est différente ou... On l'a beaucoup faite avec des investisseurs qu'on connaissait très bien historiquement, parce que là, il y a moins de visibilité, donc il n'y a pas de rendement fixe, il n'y a pas de planning de distribution. Par contre, c'est basé, alors c'est un modèle purement américain, comme je le disais, de syndication. C'est basé sur un partage de profit 70% pour les investisseurs, 30% pour nous, opérateurs. Et donc, c'est vraiment à la perf. Donc, on va aller... c'est une stratégie qui nous permet d'aller faire plus de travaux, acheter peut-être des immeubles moins bien exploités ou voire vacants. Donc voilà, c'est une stratégie un petit peu plus risquée, mais qui plafonne pas du tout les profits pour les investisseurs. Et donc on est ensemble dans une dynamique d'aller chercher un maximum de performance, que ça provienne de la plus-value ou des loyers. Donc là, sur cette offre-là, on va être clairement sur des investisseurs un peu plus avertis. Et sur l'offre, du coup, à 50 000 €, on va être sur des gens qui veulent une légère diversification, commencer à regarder un petit peu ce marché résidentiel aux US, sans peut-être qu'ils sont simplement bloqués par la langue. Et toi, tu prends aussi l'aspect en compte réglementaire, juridique, fiscal pour avoir une offre packagée. Exactement. Pour leur faciliter la vie. Après, c'est pas nous qui faisons les déclarations fiscales en France, mais en revanche, on a une marche à suivre assez claire et on met en relation, comme je te le disais, avec des cabinets spécialisés, etc. Ok. Tu
pour revenir sur la Floride, donc on l'a compris, c'était parce que ton papa y est depuis une quinzaine. 2003, ouais. Donc oui, depuis un petit moment, hein, bientôt 20 ans. Euh, Aujourd'hui, quelles sont les villes de Floride où il y a les bons coups à faire? Mm. Tu vas Alors, peut-être dévoiler pour les concurrents, mais... non, parce que je pense que, enfin, nous, on s'inspire des fonds assez performants américains, on va dire. On regarde un petit peu les tendances. Et c'est vrai que Miami, c'est aujourd'hui en fin de cycle, même si ça attire beaucoup de New-Yorkais dans la période Covid. Mais Miami, c'est plutôt en fin de cycle. Beaucoup de nouvelles constructions, beaucoup d'immobilier de luxe, beaucoup de bureaux de luxe, etc. Les investisseurs ont eu tendance à monter autour de Fort Lauderdale, qui est juste au-dessus. Ouais. Donc nous, en fait, on est dans la zone qu'on appelle le Tri-County, c'est-à-dire 3 comtés du sud-est de la Floride, à peu près 150 km de côte. On arrive en fin d'épisode. Aldric... voilà. Les 3 comtés donc, du sud-est de la Floride, qui sont les plus dynamiques de l'État. Et donc les investisseurs, effectivement, ont un petit peu quitté Miami depuis 4-5 ans pour aller beaucoup sur le comté de Broward, donc le comté de Fort Lauderdale, et sur le comté de Palm Beach, avec la ville de West Palm Beach, qui sont très dynamiques, qui ont des industries un petit peu plus variées, sont moins basées sur le tourisme et les vacances, etc. Et qui sont des zones très intéressantes pour les investisseurs rationnels, on va dire. D'accord. Le luxe, vous évitez, c'est quoi? C'est le problème de charge? C'est qu'il faut savoir que dans l'immobilier américain, les Américains aiment beaucoup le service, ce qui fait qu'il y a souvent des grosses charges Alors, il y a des grosses charges, mais sur les immeubles, par exemple, qui où tuent le il n'y a pas rendement. de charge, il y a effectivement des charges qui peuvent tuer le rendement. Sur les immeubles en bloc, où il n'y a pas forcément de charges, nous c'est pour un autre aspect. C'est plutôt pour l'aspect volatilité du marché du luxe. D'accord. En Floride, historiquement, c'est assez volatile. Et puis, Pour expliquer un petit peu ce phénomène, c'est quoi? C'est qu'un peu comme à Dubaï, tu as toujours comment ça s'appelle, l'immeuble d'à côté qui est plus beau, mieux fait, et qui du les coup... prestations. Et du coup, les locataires vont d'immeuble et d'immeuble en... C'est ça? Éventuellement, mais par exemple, un exemple tout bête, il y a des tours donc brandées, Porsche, Aston Martin, Fendi, voilà, effectivement comme à Dubaï, avec des prix complètement fous, mais c'est des prestations incroyables, à la fois technologiques, à la fois dans l'architecture, etc. Là, dans la tour Porsche, on peut monter sa voiture dans son salon. Tu vois. D'accord. Et donc, par exemple, on l'a constaté nous-mêmes, vendu sur plan, le penthouse, par exemple, du dernier étage, vendu sur plan 11 millions. Un an après la livraison, revendu 9 millions. Donc ça, c'est de la volatilité. Oui, parce qu'entre-temps, il y a un actif plus sympa qui a poussé. Exactement, ou parce que les promoteurs aussi donnent souvent des incentives. Alors là, le vrai anglicisme, des incentives pour les acheteurs. On a même vu des tours à Miami de luxe où le promoteur offrait des voitures aux acheteurs des plus beaux appartements de l'immeuble. Ouais. C'est des choses qui nous paraissent complètement loufoques pour nous, Français. C'est de l'influence. Oui, bien sûr. Ouais. Et donc, bon voilà, il y a la volatilité. Et nous, on aime bien avoir le maximum de locataires par actif. Et donc, effectivement, il y a un moment aussi où les loyers suivent plus. C'est-à-dire qu'une valeur d'un produit, à partir du moment... Nous, on considère que c'est à peu près 200 000 $. Ouais, le loyer monte pas jusqu'au ciel. Les loyers suivent plus. Et nous, c'est vrai qu'on aime bien avoir du rendement en face et on aime bien aussi lisser le risque sur plusieurs locataires le plus possible. Donc, en général, le luxe, on évite pour ces raisons-là. Ta foncière, à peu près combien d'immeubles en moyenne? Nous, c'est 2 ou 3 immeubles par foncière. Ok, ce qui fait combien d'unités locatives? Ça fait une trentaine à peu près. Une trentaine, d'accord. Ouais. Voilà, donc une trentaine de familles, quoi. Exactement. D'accord. En termes démographiques, aujourd'hui, la Floride reçoit, parce qu'on parle, comme tu sais, moi j'ai fait mes études au Texas, et que c'est un peu les deux États qui prennent un peu en tech, et qui a, vu que les loyers et la vie est très très chère sur la Silicon Valley, et qui du coup ils ont du mal à recruter, qu'effectivement il y a pas mal de boîtes dans ces deux États qui arrivent. Est-ce que tu as des exemples un petit peu de grosses boîtes significatives qui ont ouvert des bureaux, qui sont installés récemment en Floride? Bien sûr. Alors, tu l'as bien constaté, il y a eu pas mal de mouvements de sociétés et de flux migratoires vers le Texas et vers la Floride. Tout simplement parce qu'ils avaient aussi peu de restrictions Covid, parce que la fiscalité par rapport à la Californie, par rapport à New York, est très très souple.
Et donc, effectivement, il y a beaucoup de gens et de sociétés qui sont partis s'installer. Il s'avère que... Alors, on a vu Elon Musk, par exemple, partir au Texas. Ça, c'est un des exemples. En Floride, il y a beaucoup de sociétés financières qui ont ouvert des bureaux, des grandes banques comme JP Morgan, par exemple. Et c'est devenu un véritable vivier pour l'industrie des monnaies digitales, de la blockchain et des crypto-monnaies. D'accord. Avec la société blockchain.com qui a levé 500 millions et qui a déplacé son siège de New York en Floride, par exemple. Donc aujourd'hui, valorisé plus de 4,5 milliards, je crois. Et il y en a eu énormément comme ça. Donc ça, on l'a vraiment constaté. On a vu le bureau, l'immobilier de bureau augmenter, les loyers d'immobilier de bureau augmenter en Floride, ce qui était quand même assez fou à l'époque du télétravail. Et donc, grosso modo, là, tu vas avoir le top management qui va prendre le luxe en résidentiel, j'imagine, dans les grandes villes de Floride, mais tu vas avoir un besoin pour tous les gens à revenus intermédiaires de la boîte, qui est toi, c'est ces personnes-là que tu cibles. En locataire, oui, exactement. C'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, dans les maisons à 1 ou 2 millions de dollars, ça a flambé parce que les New-Yorkais sont venus en masse en se disant on n'a plus de raison d'être dans un petit appartement pour le loyer d'une maison avec piscine en Floride. Ouais. Donc ça a fait monter les prix naturellement. Mais c'est vrai que nous, c'est un autre segment où les loyers ont aussi augmenté. C'est de prendre effectivement tous ces gens qui viennent chercher des opportunités d'emploi en Floride. Et donc c'est eux vraiment nos locataires. Ok. Sur mais justement ces différents marchés, tu n'es pas forcément un expert sur le marché de Détroit, mais aujourd'hui, il y a un vrai sujet. Il y a pas mal de confrères et consoeurs qui sont un peu embourbés dans du contentieux parce qu'ils ont proposé des investissements un peu mirifiques à Détroit. Tu peux, parce que voilà, je pense que l'auditeur qui va écouter ou regarder cette vidéo va aller sur Google ou YouTube. D'ailleurs, vous êtes hyper présent en termes de vidéos, puisque vous faites des vidéos à chaque fois que vous allez visiter des actifs, vous les achetez, les travaux, j'ai vu ça effectivement. Donc allez voir l'ensemble des vidéos. La chaîne YouTube de la boîte, c'est Florida Invest. Voilà, logique. Est-ce que du coup, tu peux nous parler de qu'est-ce qui s'est passé sur Détroit pour qu'il y ait cette polémique? Alors, je pense que ce qui a manqué, c'est d'abord la pédagogie. Parce que Détroit, c'est un marché, il y en a dans beaucoup de pays. Je pense que ça se rapproche à certains endroits de Saint-Étienne, comme je te disais en off. C'est des marchés de pure rentabilité. C'est très difficile de valoriser son immobilier. Les locataires sont difficiles à gérer. Et donc, finalement, c'est des niveaux de risque. Il y en a qui, en connaissance de cause, mettent un petit peu de ça dans leurs allocations. Ça marche très bien, ça ne me pose pas de souci. Le problème, c'est la pédagogie autour de dire, c'est une ville avec un certain niveau de risque. Est-ce qu'il vous est adapté? Ça, c'est ton métier. Je pense que tu le fais pour tous tes clients. Est-ce que le niveau de risque de Détroit est adapté à votre profil de risque? Oui, non. Et c'est ça qui est important. Et je pense que ça n'a pas eu lieu. Le fameux ratio rendement-risque. Exactement. Et je pense que ça n'a pas eu lieu. Donc, s'il y a des intermédiaires, effectivement, qui ont proposé ces produits, comme je te disais, je crois que c'est la ville ou la deuxième ville la plus pauvre des États-Unis, Détroit, où 37%, je crois, si je ne me trompe pas, de la population vit sous le seuil de pauvreté. Donc, on est dans une ville, on peut l'observer de manière neutre, avec un certain niveau de risque. Gros rendement, gros risque. Exactement. Mais l'idée, c'est de le faire comprendre aux clients, pour pas qu'ils soient déçus et pour pas qu'il y ait de casserole. Parce que nous, on en a des investisseurs qui ont investi à Détroit, qui viennent chez nous avant ou après ou en même temps. Il y en a qui ont eu leur maison vacante, puis squattée, puis impossible de s'en dépatouiller, puis qui l'ont acheté 50 000 et qui l'ont vendu 15. Donc ça fait partie des risques, pour moi, qui ne sont pas acceptables. Mais pour certaines personnes, peut-être que ça l'est, puisqu'ils ont 12% de rendement. Mais en plus, de manière générale, tu parlais de crypto. C'est marrant, je regardais les échos avant de venir. Et il y avait un article sur l'évolution de la vision de risque des investisseurs. C'est qu'aujourd'hui, je pense que c'est lié aux crypto-monnaies où en 3 mois, tu as pu faire x2 ou peut-être en 6 mois, des choses comme ça. Et que les gens ne se rendent pas compte, en fait, que dès qu'on touche les 10, 15, 20%, mais forcément, il y a un risque. Et une grosse volatilité. Donc là, en fait, ce que tu nous dis, c'est aussi, je pense qu'il faut faire amende honorable, qu'il y a des confrères ou des consoeurs qui ont sûrement eu de très grosses commissions
C'est possible. Ouais, pour être motivé et Vantail qui n'ont pas fait le taf en expliquant le degré de risque à l'investisseur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont déçus. C'est ça. Et puis, on parlait de fichier central tout à l'heure. C'est aussi valable pour l'immobilier. C'est-à-dire qu'on peut taper une adresse d'un bien sur Google et puis voir exactement le quartier, la valeur des produits comparables autour ou des maisons voisines, l'historique des transactions qui ont eu lieu sur ce bien. Donc en théorie, on ne devrait pas pouvoir acheter un bien trop cher. Donc une maison à 50 000 $, si elle se revend à 15 ou à 20 ou à 30, ça ne devrait pas être possible, puisqu'on a théoriquement aux États-Unis accès à l'information. La donnée, pour le coup, une grosse transparence, quoi. Exactement. Et le CGP aussi aurait eu, sur ces CGP que tu mentionnes, ils ont accès à cette information. Donc après, à eux de voir comment ils se positionnent. Mais oui, et de vouloir, effectivement. OK. Donc, pour résumer, on est donc du coup sur l'investissement aux US, stratégie de devise, avec son intérêt et également son risque, en fonction de l'évolution de la devise. Produits de diversification, notamment pour des gens qui auraient peut-être un portefeuille SCPI, et ce qui est pas mal, contrairement à d'autres sociétés de gestion qui vont découvrir la Pologne, l'Ukraine ou je ne sais où. Vous, ça fait 15-20 ans que vous êtes en local des équipes, et on peut saluer Clément, qui justement m'a contacté, qui s'occupe un petit peu avec ton papa de tout ce qui est local. Donc ça, c'est vraiment bien d'avoir des gens sur place, une véritable expertise, ne serait-ce que pour sourcer les deals et aller déjeuner, boire des verres avec les brokers, tous les gens qui vous apportent de bonnes affaires. Et c'est notre vision de l'immobilier. Pour nous, c'est vraiment des marchés de spécialistes. Et c'est pour ça, souvent, on nous demande est-ce que vous voulez vous étendre dans d'autres villes aux États-Unis, etc. Pour nous, c'est des marchés qui sont très différents. Et c'est parce qu'on est très implanté et qu'on est très expert dans des zones, voire même dans des rues, dans des quartiers, qu'on arrive à... Alors après, quand on change de taille, c'est sûr que pour les sociétés qui collectent des milliards, c'est différent. Mais nous, aujourd'hui, on est dans cette approche de rester spécialiste sur notre marché. Ok. Donc, rendement de 5% entre 5 et 7 ans. Il faut compter un petit peu le temps, ce temps de latence pour récupérer son capital. Possibilité de risque en capital. Donc, de ne pas retrouver sa mise de départ, il faut l'assumer. Très important de le préciser, bien sûr. Exactement. Tu prends quoi via on va dire tes partenaires fiscalistes et experts comptables, tu prends toute la charge mentale de l'investisseur. Exactement. Voilà. Les enveloppes sont régulièrement fermées ou tu as un flux on ouvre, on ferme. On n'a pas, contrairement à une SCPI, on n'est pas ouvert tout au long de l'année. Donc on ouvre, on ferme, et en général, on fait 2 foncières par an. Ok, super. Pour avoir toutes les infos, où c'est qu'on retrouve les infos? Et si on veut te contacter, on passe par quel canal? Alors sur notre site internet, florida-invest.com, via YouTube ou LinkedIn. D'accord. Donc David Amsalem sur LinkedIn, YouTube, donc les vidéos YouTube. Ça me fait penser, je ne sais pas si tu le fais dans tes vidéos, mais ça me fait toujours rire de le faire. Peu de gens commentent et c'est comme ça qu'on fait remonter les vidéos. Donc c'est adorable de m'envoyer des petits messages, de me féliciter, mais un petit pouce bleu, un petit commentaire, c'est super aussi. Donc n'hésitez pas. Allez voir la chaîne YouTube de Florida Invest. Fin de podcast, tradition, as-tu une recommandation à nous faire? Alors, tu m'as dit que ce n'était pas forcément lié au business, donc j'ai un peu exploré mon quotidien. Il y a un livre que j'ai beaucoup aimé récemment, qui est un livre de psychologie qui s'appelle Le chemin le moins fréquenté, de Scott Peck, que je recommande à tout le monde. Chaque page, c'est une claque. Et puis, alors là, ça c'est quand je m'amuse, comme en ce moment je passe le permis moto. J'ai découvert une chaîne moto qui s'appelle Highside sur YouTube. Très très sympa, très divertissante, pas forcément pour les motards d'ailleurs. Et donc voilà, mes 2 recos complètement hors sujet. Super, on ira voir le bouquin. Tu peux répéter le titre? Le chemin le moins fréquenté. D'accord, donc c'est disponible en français, pas forcément. C'est traduit, c'est disponible dans les 2 langues. Ok, mais super, encore une fois, comme c'est bientôt le moment d'aller à la plage, pourquoi pas. Moi, ma reco, et je suis très content de mettre en avant le boulot d'une Montoise qui est de Mont-de-Marsan comme moi,
qui s'appelle Jessica Prealpato, qui est la chef pâtissière du Plaza Athénée. Et si, comme moi, vous en pouvez plus des fruits de Cédric Grolet sur Instagram et que vous aimez, j'en peux plus, la pâtisserie de très haut niveau, elle est spécialiste de la naturalité, c'est-à-dire qu'elle fait c'est pas de la pâtisserie, c'est des desserts les moins sucrés possibles. Son compte Instagram est dingue, elle a été championne du monde de pâtisserie. Donc, allez la voir, Jessica Prealpato, et on va essayer peut-être de gratter un code promo pour aller prendre un petit time tous les deux avec plaisir. au Plaza Athénée de ces jours. Bon, je vous embrasse. N'oubliez pas de commenter. On se retrouve sur un autre sujet mercredi prochain. Bonne journée. Au revoir.